Eh bien, bienvenue dans cette conférence autour de YouTube. Donc, je vous ai préparé ça. J'espère que j'aurai le temps de tout faire. N'hésitez pas à me dire si par moment je vais trop vite ou quoi que ce soit. Je vais essayer de garder un œil sur les commentaires. Donc, pour commencer, j'aimerais vous présenter quelques chiffres autour de YouTube. Donc, on parle beaucoup de YouTube, mais on n'a pas forcément certaines données. Donc, je pense que c'est intéressant de le faire pour prendre un petit peu de recul. Donc, dans un premier temps, j'ai repéré récemment que 75% des utilisateurs français se forment sur YouTube. Donc, ça veut dire que 75% des utilisateurs YouTube français sur la plateforme se forment grâce à la plateforme. Donc, c'est super important de savoir ça parce que quand on est formateur ou qu'on a des produits, des accompagnements à vendre, c'est quand même important d'avoir cette donnée. Le temps passé sur YouTube, il a évolué de 23 minutes par jour en 2020 en moyenne à 49 minutes par jour en 2024. Donc ça fait aujourd'hui à peu près 20 ans que la plateforme existe et le temps d'utilisation moyen par jour a doublé en l'espace de seulement 4 ans, depuis le confinement notamment. En 2024, donc aujourd'hui, on recense plus de 2,7 milliards d'utilisateurs au total sur la plateforme et des prédictions laissent dire que ce chiffre dépassera les 3 milliards en 2025. Donc ça veut dire que d'ici à l'année prochaine, on devrait avoir plus de 3 milliards d'utilisateurs sur la plateforme et ce chiffre ne va faire que grandir. Si je vous dis ça, c'est notamment pour vous préciser que, il y a certaines personnes, certains formateurs qui pensent que, ou certains entrepreneurs, peu importe, qui pensent que YouTube n'est pas une plateforme sur laquelle se trouve leur cible, alors qu'au contraire, c'est une des plateformes sur laquelle le plus de gens sont présents. Donc c'est très important de garder ça en tête. YouTube aussi, c'est le deuxième moteur de recherche au monde, juste après Google. Donc c'est important d'avoir ces données en tête. Pourquoi? Parce que lorsque les gens font des recherches, ils vont très souvent les faire sur YouTube. Moi-même récemment, par exemple, j'avais une galère avec une voiture et je suis directement passé par YouTube pour apprendre à la régler. Donc c'est vraiment quelque chose qui est dans les mœurs, qui est ancré dans le quotidien des gens et en tant qu'entrepreneur, ça va forcément vous être utile. Bah, justement, c'est l'eldorado des entrepreneurs, la plateforme, parce que plutôt que de faire des conférences, vous pouvez directement toucher des dizaines de milliers de prospects sans forcément bouger de chez vous. Par exemple, grâce à ce concept-là, grâce à YouTube et au format que les entrepreneurs font sur la plateforme, Antoine BM génère aujourd'hui plus de 50 000 € par mois grâce à ses vidéos, avec seulement 60 000 vues par mois. Donc des vues sur ses formats longs. Stan Leloup, donc de Marketing Mania, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un entrepreneur qui faisait et qui fait toujours du marketing, dit même que YouTube est la plateforme la plus puissante pour transformer un abonné en acheteur. Donc j'ai pas pu, pour éviter que ça prenne trop de temps, j'ai pas pu vous mettre le graphique aujourd'hui, mais dans un de ses emails qu'il avait envoyé il y a 1 ou 2 ans, il montrait clairement qu'il y avait une corrélation énorme entre l'augmentation de sa visibilité sur YouTube et son nombre d'abonnés et son chiffre d'affaires, l'augmentation de son chiffre d'affaires. Il y en a évidemment pour tous les goûts. Aujourd'hui, les entrepreneurs se développent dans plein de niches, plein de thématiques différentes. Donc je pense que vous connaissez pas mal des intervenants que j'ai mis sur cette image. Il y a le développement personnel évidemment avec plein d'entrepreneurs qu'on retrouve, et que certains que vous connaissez. Le marketing, la comptabilité, le make money et le business avec des gens comme Yomi Denzel et Oussama Hamar. Le monde des finances avec Finari qui a débarqué il y a 2 ans et Mounir Lagoun, qui est en train de tout exploser alors qu'il parle d'un sujet qui, en général, n'intéresse pas du tout le commun des mortels. On a le code et le développement web avec des gens comme Benjamin Code, Micode, et cetera, qui ont su démocratiser ça sur la plateforme grâce à des bonnes vidéos. Des gens dans le SEO, le copywriting, l'immobilier, l'intelligence artificielle. Il y a vraiment de tout. Je m'amuse parfois d'ailleurs sur mon compte LinkedIn à partager des petites chaînes YouTube que je découvre, qui sont absolument what the fuck, mais qui font des centaines de milliers de vues parce que ça intéresse des gens. Alors évidemment, c'est pas ce que je vous conseille de faire, mais je suis tombé sur des chaînes où on voit des gens montrer simplement des machines à laver qui tournent toute la journée ou ce genre de choses. Ils font des vidéos de plusieurs heures dans lesquelles on voit des machines à laver tourner. Ou on a l'exemple aussi qui peut être plus adapté à votre cas, qui sera peut-être plus parlant. C'est des étudiants, par exemple, ou des entrepreneurs qui vont faire des vidéos très longues dans lesquelles on les voit en train de travailler. Et ça, c'est des choses qui intéressent les gens et qui font parfois des millions de vues. Pourquoi? Parce que ça amène des personnes qui ont envie de faire exactement la même chose et qui ont besoin de YouTube pour se mettre dans ce flot de travail. Donc bref, tout ça pour dire qu'il y a vraiment de tout sur YouTube et vous avez forcément une place à prendre, peu importe votre thématique. La plateforme a évidemment beaucoup à vous offrir parce que contrairement à des plateformes comme TikTok ou Instagram, l'algorithme qu'elle a est ultra précis, l'algorithme de recommandation. Donc ce qui se passe, c'est que YouTube est capable très rapidement de cerner exactement ce qu'un spectateur veut en fonction de son historique de visionnage. Il y a notamment un potentiel viral extrêmement important sur les vidéos parce que à partir du moment où on y reviendra un petit peu plus tard, mais à partir du moment où vous traitez un sujet qui a le potentiel de parler à beaucoup de monde et que ce sujet-là, si vous voulez, il est bien traité et qu'il est bien mis en avant et que YouTube arrive à facilement trouver l'audience cible à qui le proposer, YouTube peut très rapidement propulser la vidéo. J'en parlais notamment récemment avec Julien, mais
J'ai eu un cas d'étude récemment avec un client qui avait une toute petite chaîne sur l'immobilier. On parle d'une chaîne à 900 abonnés quand on a lancé la vidéo, je crois. Et on a travaillé tous les deux une vidéo sur Trump. Donc Trump qui est évidemment un sujet qui peut toucher des centaines de milliers, voire des millions de personnes. Et alors que d'habitude, sa chaîne faisait entre 100 et 200 vues sur les lancements dans les premières 24 heures de ses vidéos, la vidéo dans les premières 24 heures a fait plus de 8 000 vues et ça a continué, continué, continué jusqu'à ce qu'on atteigne les 92 000 vues, quelque chose comme ça aujourd'hui, en seulement un mois et demi, 2 mois de publication. Donc c'est vraiment très important et c'est pas à négliger. Vous avez notamment une facilité à toucher votre cible de par le fait que YouTube arrive très facilement à comprendre à qui proposer telle ou telle vidéo, donc notamment les vôtres si vous en publiez. C'est notamment peu exploité à son plein potentiel parce que beaucoup de gens ne comprennent pas exactement comment utiliser YouTube, comment exploiter les leviers qui sont présents sur YouTube, comment analyser la data et ça, c'est quelque chose que vous pourriez, vous devriez apprendre à faire si vous voulez vous développer sur la plateforme. On a notamment une durée de vie du contenu qui est illimitée, à la différence de LinkedIn, Instagram, éventuellement Twitter, TikTok, sur lesquels les vidéos qu'on y poste, ne sont mises en avant que pendant quelques heures, quelques jours, voire quelques semaines. Sur YouTube, c'est des années et des années potentielles de vie pour vos vidéos. Il est pas rare que je vois des clients ou je vois des entrepreneurs qui publient des vidéos et ces vidéos-là continuent à tourner pendant 2 ans, 5 ans, 10 ans. Enfin voilà, si vous vous baladez un petit peu dans votre page d'accueil YouTube, vous verrez qu'il y a souvent des vidéos qui datent de plusieurs années qui sont mises en avant. Pourquoi? Parce que YouTube a toujours des raisons de les mettre en avant et il ne manquera pas de le faire si elles sont qualitatives. On a par ailleurs une audience très engagée qui est notamment liée au fait que l'algorithme arrive à facilement percevoir les gens qui sont pertinents pour regarder votre contenu et un potentiel de création sans limite. Pourquoi? Parce qu'on est dans un format vidéo, on peut littéralement créer tous les formats qu'on veut. Il y a le vlogging, le micro-trottoir, le face caméra, les formations gratuites, les documentaires, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de formats possibles et les seules limites sont les limites de notre imagination. Donc ça, c'est top. Qui suis-je pour vous dire tout ça? Alors moi, j'ai créé sur la plateforme pendant 3 ans, donc je tenais une chaîne autour du développement personnel et de la philosophie. Mais je ne vais pas refaire tout l'historique, mais j'ai une histoire assez particulière avec YouTube puisque j'avais même lancé ma toute première chaîne il y a plus de 10 ans de ça, quand j'avais 12-13 ans à l'époque. Donc ça commence à remonter et j'ai été spectateur de la plateforme pendant plus de 10 ans. Donc voilà, j'ai créé des centaines de vidéos, que ce soit pour moi ou pour mes clients. Comme je vous le dis juste ici, j'ai accompagné plus de 30 entrepreneurs, dont Yomi Denzel, Timothée Moirou et le premier podcast business francophone sans permission à augmenter leurs vues. Donc, que ce soit par le travail sur leurs scripts, les scripts de leurs vidéos, la stratégie de leur chaîne, le type de titre, le type de miniature qu'on allait adopter pour leurs vidéos, les structures de leurs vidéos, etc., etc. Donc, vraiment, ça a été un accompagnement assez complet pendant plusieurs mois qui a été aussi extrêmement formateur. Je pourrais revenir dessus si ça vous intéresse pendant la partie questions-réponses. J'ai accompagné donc plus de 30 entrepreneurs pendant 2 ans. Ça fait un peu plus de 2 ans là que je suis, freelance spécialisé YouTube. Au total, on a généré 13 millions de vues, donc comprenant le format long et le format court. Si je me concentre uniquement sur le format long, on est à plus de 9 millions de vues générées pour mes clients en seulement 2 ans aujourd'hui. Ça fait des dizaines de milliers de leads récoltés, donc que ce soit pour tous mes clients au total avec le format long uniquement. Donc grâce aux vues qu'ils ont générées, c'est une estimation du nombre de leads qu'ils ont pu ensuite récupérer pour leur business et plus de 5 000 heures de pratique puisque pendant tout ce travail-là, j'ai pu énormément, énormément pratiquer, donc que ce soit en faisant de l'analyse data, en écrivant des scripts, en faisant de la veille stratégique, en construisant la stratégie des chaînes de mes clients. Donc voilà, ça donne un peu plus de contexte, ça vous permet aussi de savoir qui je suis si jamais vous ne me connaissez pas. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous présenter, et c'est là que se trouve toute la valeur dont vous avez peut-être entendu parler par Julien, j'aimerais vous présenter le processus de travail que j'ai élaboré. Donc, que j'ai élaboré au fil de ces années de travail, que ce soit sur ma chaîne sur laquelle j'ai travaillé pendant 3 ans ou les chaînes de mes clients. Donc c'est une routine en 4 étapes que vous pourrez vous-même réutiliser à la fin de cette vidéo. Et je vous ai notamment mis sur cette image des exemples des résultats que cette routine de travail a pu générer. Donc évidemment, je donne un petit peu de nuance ici, mais ce n'est pas uniquement cette routine en 4 étapes qui a permis de générer ces résultats. Disons que cette routine est vraiment le cœur, le réacteur, le moteur même de tous les résultats que vous voyez ici et que vous pourriez vous-même potentiellement faire avec YouTube. Or, il faut voir un petit peu plus loin que ça et ces résultats-là sont aussi dus, à des travaux sur les formats qu'on a fait, sur les formats des vidéos de mes clients, sur les stratégies de leur chaîne. Il y a évidemment toute une partie d'analyse de la data qui est super importante et qui permet, même si ça semble un peu contre-intuitif, de faire de meilleurs résultats par la suite. Mais au moins, vous aurez la routine en 4 étapes que vous pourrez vous-même réutiliser et qui vous permettra d'augmenter votre visibilité et de convertir plus facilement vos prospects. Donc, commençons par l'aspect des sujets.
Donc en fait, cette routine en 4 étapes, elle se compose vraiment des 4 étapes que vous devez suivre méthodiquement. Donc c'est chacune dans l'ordre. Vous verrez qu'on aura en premier lieu les sujets, ensuite le travail sur l'angle de vos vidéos, ensuite le travail sur le combo titre miniature et à l'issue de ça, on aura le travail sur vos scripts ou au moins la structure de vos vidéos pour que vous puissiez vous-même faire la même chose avec toutes vos vidéos, que vous ayez un process solide qui a été prouvé par des milliers d'heures de contenu pour le coup et des résultats assez importants et que, ça vous permettra aussi de gagner du temps dans vos process, de ne pas vous éparpiller et de savoir ce qui compte vraiment. Donc au départ, je vous parle du sujet. Pourquoi est-ce que je vous parle du sujet? Parce que c'est là que tout commence, en fait. Si vous n'avez pas de sujet, évidemment, vous vous doutez bien que vous n'aurez pas de vidéo, puisque toutes les vidéos que vous voyez sur YouTube traitent d'un sujet spécifique. Donc vos sujets, c'est quoi? C'est l'objet de vos vidéos. Donc si par exemple, on est dans la thématique de la finance, ça peut être le sujet des cryptos, les ETF, la gestion de patrimoine, ça peut être les actions, ça peut être les obligations. On peut même aller plus loin en disant que ça peut être spécifiquement l'action ou l'entreprise d'Apple, puisque, c'est tout à fait quelque chose dont on peut parler quand on est dans la finance. Si on est dans la thématique du marketing, on peut parler du sujet de la stratégie marketing, une histoire de marque, l'histoire d'Apple par exemple, l'histoire d'Amazon, ou même parler spécifiquement d'une marque qui aurait quelque chose à porter dans le domaine du marketing. Ça peut être le sujet des tunnels de vente. Enfin bref, c'est vraiment l'idée globale que vous allez ensuite travailler en profondeur pour pouvoir aller plus loin. Donc avant toute chose, avant d'aller plus loin justement, il y a 4 critères essentiels à prendre en compte pour faire de bons sujets. Donc le premier, c'est, que ce soit un sujet qui est potentiellement émotionnel. Je tiens à le préciser ici, mais vous n'êtes pas obligé de cocher toutes ces cases-là. Là, je vous ai proposé 4 critères essentiels. On peut d'ailleurs en trouver d'autres, mais c'est vraiment les bases et vous n'êtes pas obligé de faire en sorte que ces 4 critères-là soient réunis pour une seule vidéo. L'essentiel, c'est d'en avoir au moins un. Si vous arrivez à en cocher 2 voire 3, c'est top. 4, c'est aussi possible. Ça, c'est parfois plus difficile, mais c'est idéal. Mais le minimum viable, c'est que vous ayez au moins un des 4 critères qui soit coché. Donc en premier lieu, un bon sujet et un sujet qui a du potentiel, c'est un sujet qui est émotionnel, donc un sujet qui peut toucher votre cible émotionnellement. C'est un sujet qui peut éventuellement faire du vol d'autorité. Donc qu'est-ce qu'on entend par le vol d'autorité? Eh ben, je vous parlais, à l'instant de la vidéo Trump que j'ai réalisée pour mon client dans l'immobilier. Ça, c'est du vol d'autorité parce qu'on va voler la notoriété de quelqu'un, on va voler l'autorité de quelqu'un pour attirer l'attention de notre cible. Donc encore une fois, ça commence par le sujet. On reviendra sur le sujet du titre et de la miniature juste après. Ça peut être un sujet qui est connu de votre audience aussi. Si le sujet il est connu de votre audience, c'est mieux parce que ça vous permet de vous assurer que ce sujet-là parlera à votre audience. Et un dernier critère essentiel pour de bons sujets, c'est aussi un sujet pardon, qui est déjà présent sur des chaînes concurrentes. Pourquoi? Parce que s'il y a un sujet dans votre thématique, si on reprend l'exemple de la finance, si vous voyez que vos concurrents ont tendance à beaucoup parler, je ne sais pas, d'ETF ou de gestion de patrimoine et en plus de ça, si ces vidéos-là font pas mal de vues, vous pouvez déjà vous assurer que ce sujet a du potentiel puisqu'il est beaucoup exploité par vos concurrents et généralement, si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a de la demande de la part du public. Donc voilà, c'est vraiment les 4 critères essentiels à prendre en compte pour vos sujets. Et maintenant, comment est-ce que vous pouvez trouver vos sujets? Rien de plus simple, vous avez 2 approches différentes. Donc la première, ça peut être d'aller sur les chaînes de vos concurrents. Donc vous allez sur leur chaîne, vous repérez les sujets qu'ils choisissent et qui reviennent souvent. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez prendre un petit bloc-notes ou faire un petit tableau et noter un par un les sujets qui reviennent le plus souvent. Vous pouvez notamment leur mettre un système de notes, je ne sais pas, par exemple, un système de notes où les cocher à chaque fois qu'ils reviennent plus de 2, 3, 4, 5 fois sur les chaînes de vos concurrents. Vous pouvez aussi analyser les newsletters de vos concurrents, leurs réseaux sociaux, leur communication. L'idée, c'est vraiment d'aller faire une veille concurrentielle et de trouver tous les sujets dans votre thématique qui ont l'air d'intéresser le public. Repartez aussi, ça c'est la deuxième approche, vous pouvez repartir des problèmes, des désirs ou des frustrations de votre cible. Donc pour ça, rien de plus simple. Vous pouvez vous demander quels sont les problèmes que rencontre votre cible. Vous pouvez vous demander aussi quels sont ses rêves et quels sont ses désirs. Vous pouvez vous demander quelles sont ses frustrations actuelles, quels sont ses blocages et les points de douleur qu'elle rencontre, ou comment vous pourriez l'aider à résoudre ces blocages et ces points de douleur. Pourquoi faire ça? Parce que même si en procédant de la sorte, vous risquez parfois d'avoir un potentiel viral moins important, puisque ce sont des sujets un peu plus techniques qui vont toucher moins de monde, l'intérêt, c'est que là, vous allez toucher à des sujets qui sont beaucoup plus parlants pour votre audience, pour votre cible, puisque cette cible-là, va se dire en voyant votre vidéo: «Ah OK, tiens, il va peut-être répondre à un problème que j'ai» et moi, si par exemple, je sais pas, je cherche à savoir comment, bien construire un patrimoine financier, par exemple, un patrimoine d'actions, d'ETF et cetera, moi, c'est typiquement un problème que je rencontrerais et dans ce cas-là, si je vois une vidéo dans ma page d'accueil, dans mes recommandations YouTube qui me dit clairement et qui me montre clairement
qu'elle va m'aider à construire ce patrimoine-là, c'est-à-dire à résoudre le problème que j'ai, là, c'est top parce que moi, je vais pouvoir, je vais avoir envie de cliquer, en fait, parce que ça répond directement à mon problème. Donc voilà, ça, c'est vraiment les 2 approches que vous pouvez suivre pour trouver vos sujets et je vous conseille déjà de commencer par là. Donc on peut toujours trouver d'autres approches, pardon, mais ça vous fait déjà une bonne base et vous aurez déjà de quoi faire avec ça. Donc dans un deuxième temps, une fois que vous avez trouvé vos sujets, vous allez travailler vos angles. Et qu'est-ce que c'est les angles? Donc on en parle pas trop non plus dans le milieu YouTube. Beaucoup parlent de sujets, de stratégie et cetera, mais les angles, c'est pas un truc dont on parle énormément, alors que c'est super, super important. Qu'est-ce que c'est vos angles déjà? Il s'agit de la perspective que vous allez choisir pour traiter vos sujets. Donc c'est une étape indispensable afin d'attirer et de maintenir l'attention. Pourquoi? Parce que, le sujet si je prends par exemple l'histoire d'Apple, il y a plein de façons de traiter l'histoire d'Apple. Heu, on peut par exemple, expliquer on peut prendre l'angle suivant qui est, la folle ascension d'Apple. On peut prendre un angle totalement différent qui serait, la descente aux enfers d'Apple. On peut prendre un autre angle qui serait, quelle technique Apple a utilisée pour, rendre accro ses clients. Il y a plein d'angles possibles et cette idée d'angle, c'est vraiment, de bien réfléchir à la perspective, à l'approche que vous voulez, donner à votre public pour traiter et répondre à ce sujet-là. Donc encore une fois, je vous ai donné un certain nombre de critères essentiels pour trouver de bons angles. Encore une fois, ce ne sont pas tous les critères, on peut toujours en trouver plus, mais vous avez quand même les bases. Donc un bon angle, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un angle souvent qui est émotionnel, donc qui génère une émotion directement dans l'esprit de vos prospects et de vos spectateurs. C'est un angle qui utilise le biais de négativité. Alors ça, c'est terrible, il ne faut peut-être pas l'utiliser énormément non plus au risque d'abîmer votre image de marque aussi, il faut faire attention avec ça. Mais le biais de négativité est rudement efficace puisqu'on reste des humains, donc on est attiré par ce qui représente un danger potentiel. Et jouer sur le biais de négativité, c'est justement essayer de mettre en avant des sortes de problèmes, de choses très négatives qu'il pourrait y avoir dans les sujets dont on veut parler. Et je vous parlais tout à l'heure de la vidéo, encore, je peux reprendre l'exemple de la vidéo Trump avec mon client dans l'immobilier. Le biais de négativité, on l'a complètement utilisé pour le coup, puisque cette vidéo-là se baptisait la grosse descente, je ne sais plus comment on l'a nommée exactement, mais la longue descente aux enfers de Donald Trump, je crois que c'est ça. Et là, pour le coup, on est vraiment sur du biais de négativité, et évidemment, ça a aussi attiré le clic. D'où l'importance, encore une fois, de bien travailler ces angles. Si vous êtes capable aussi de trouver des angles qui sont contre-intuitifs, paradoxaux, qui arrivent à mettre le doigt sur quelque chose qui ne devrait pas faire sens en temps normal, là, c'est intéressant aussi. Parce qu'on va être intrigué, on va se poser des questions et évidemment, on aura envie d'en savoir plus. Et là, on sera amené à cliquer sur votre vidéo. Si vous avez notamment un angle qui est jamais vu ou qui est original dans votre thématique, qui apporte une idée nouvelle dans votre thématique qu'on n'a jamais entendue, là, ça peut aussi être super intéressant parce que vous pouvez vous poser vraiment comme quelqu'un qui va à contre-courant de ce qui se fait dans la thématique et ça peut inciter beaucoup de gens à venir vous voir et à regarder vos contenus. Si vous avez un angle qui répond à des questions, à des questions précises, pardon, c'est toujours un plus aussi parce que ça va rassurer les spectateurs dans le fait qu'ils auront une réponse à leur problématique, que une certaine valeur va être délivrée, donc ça peut les inciter à cliquer. Et de la même façon, si vous arrivez à trouver un angle qui permet d'apporter de la valeur, qui montre à votre public que vous allez apporter de la valeur, c'est tout bénef. Donc, je vous ai montré ici quelques exemples avec Apple. Donc, si on reprend le sujet Apple qui est très général, on a dans un premier temps un angle qui serait Apple, bah, c'est le marketing minimaliste, du marketing minimaliste. Donc ça, c'est un angle parmi d'autres sur le sujet Apple. Un autre angle avec le secret fou derrière le marketing d'Apple ou l'histoire d'Apple. Et là, on a par exemple un autre angle qui est totalement à contre-courant. Comment Apple planque son fric en Irlande. Donc ça fait 3 angles différents, 3 façons totalement différentes de traiter le sujet et de fait, vous ne direz pas du tout la même chose et vous n'attirerez pas non plus les mêmes personnes et pas de la même façon. Donc c'est là qu'est le travail de l'angle. Et comment trouver vos angles maintenant? Bah, ce que vous faites, c'est que vous repartez de vos idées de sujet. N'ayez pas peur de faire des recherches pour pousser l'analyse, hein, c'est toujours même mieux de le faire, je pense, comme ça vous vous assurez d'avoir, plus d'idées pour travailler un bon angle et un angle qui est original et qui surtout qui est fourni derrière. Parce que si vous trouvez un angle super original mais que dans votre vidéo en elle-même, vous partagez rien, ou que c'est pas très intéressant, bon, les gens seront plus déçus qu'autre chose et ils reviendront pas sur vos vidéos. Donc n'hésitez vraiment pas à vous poser toutes les questions possibles pour trouver votre angle. Donc est-ce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas? Vous pouvez par exemple regarder le sujet en question et vous demander, bah tiens, est-ce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est bizarre dans ce sujet-là? Est-ce qu'il y a des bizarreries ou des choses que personne n'aurait résolues? Est-ce qu'il y a quelque chose de contre-intuitif dans mon sujet? Je ne sais pas, est-ce que, il y a plein d'exemples sur YouTube, mais je crois qu'il y a une vidéo de Marketing Mania qui est intéressante et qui mettait en avant le fait que alors je sais plus comment s'appelle ce produit Apple, le Apple Vision Pro. Il mettait en avant le fait que le Apple Vision Pro avait fait beaucoup d'argent,
alors que c'était pas, forcément un produit nécessaire, quoi. Donc comment vendre quelque chose qui ne résout aucun «vrai problème» entre guillemets? Ça crée quelque chose de contre-intuitif. On se dit qu'il y a un paradoxe là-dedans et on a envie de le résoudre. Vous pouvez aussi vous demander ce que disent la majorité des gens sur ce sujet. Ça, c'est un angle super intéressant. Je sais pas, il y a un exemple que j'aime bien prendre. On avait l'exemple des douches froides. Pendant un temps, peut-être encore aujourd'hui, mais moins quand même. Pendant un temps, tout le monde vantait les mérites de la douche froide, disait que c'était le nouvel Eldorado, qu'il fallait à tout prix faire ça. Et en réalité, ben, si vous arrivez pendant cette tendance-là où tout le monde dit que la douche froide, c'est vraiment l'Eldorado et que ça résout tous vos problèmes, si vous arrivez en disant que la douche froide, c'est de la merde, ou que la douche froide, c'est problématique, ou encore mieux que c'est dangereux, et que vous arrivez à argumenter là-dessus, là, vous avez un angle super intéressant parce que ça va totalement à contre-courant de ce qu'on voit habituellement. Et c'est aussi ce que les gens veulent, puisque les gens n'ont pas envie de cliquer sur quelque chose qu'ils ont déjà vu. Donc c'est là que c'est intéressant de se demander comment se mettre en opposition par rapport à ce que disent les gens. Et est-ce qu'il existe aussi un parallèle entre ce sujet et un autre? Est-ce que vous pouvez faire un parallèle entre votre sujet et un autre sujet qui n'a absolument rien à voir, de sorte à créer un peu un effet waouh dans l'esprit de votre public, dans l'esprit de vos spectateurs que vous aimeriez faire cliquer? Bref, toutes ces questions-là que vous pouvez vous poser, c'est des choses qui vont vous permettre d'alimenter votre recherche d'angle. N'hésitez pas à y passer 30 minutes, 1 heure, 2 heures au plus. Faut vraiment pas avoir peur de passer longtemps sur son angle. Moi, en général, avec mes clients, c'est pas rare que parfois je le fais en 10 minutes. D'autres vidéos vont demander 2, 3, 4 heures de réflexion, alors qu'on n'a même pas commencé à écrire la vidéo ni même à préparer le reste. Là, c'est vraiment la phase de réflexion et elle est importante parce qu'une idée, c'est peut-être pas 60-70% de la réussite d'une vidéo, mais quand même, ça, c'est un pourcentage non négligeable sur la réussite de celle-ci. Et c'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas délaisser ce travail-là. Gardez en tête aussi que les gens veulent un angle unique, ils veulent une histoire inédite. Donc n'hésitez pas à leur proposer quelque chose d'unique, justement. Je vous ai mis ici 2 exemples avec, pour le coup, quelque chose de très intéressant. On parlait de paradoxe tout à l'heure. Cette vidéo-là de Yann Leonardi qui dit: «Détruire son image de marque pour reconquérir le marché, le cas Domino's». Là, c'est super intéressant parce que c'est complètement mindfuck, quoi. On se dit: «Comment une marque peut détruire son image de marque pour reconquérir le marché?» Ça fait pas sens. Donc c'est des choses comme ça que vous pouvez faire. Pourquoi LinkedIn est si bizarre? Montrer aux gens que vous allez répondre à des questions qui se posent et vous aurez une vidéo déjà qui a du potentiel. Donc maintenant que vous avez votre idée, c'est-à-dire votre sujet et votre angle, tout l'enjeu va être de bien packager ça dans un bon titre et une bonne miniature. Donc ce que j'appelle par combo titre-miniature, c'est simplement le titre et la miniature que vous allez mettre sur votre vidéo. Pourquoi je parle de combo? Parce qu'on a tendance parfois à juste parler de titre ou juste parler de miniature, alors que les deux vont de pair finalement, puisque les deux vont attirer le clic. Quand vous cliquez sur cette vidéo-là, peut-être que vous avez été plus influencé par la miniature, peut-être que vous avez été plus influencé par le titre. Pareil pour les deux ici. Le truc, c'est que dans tous les cas, c'est le combo des deux qui va vous faire cliquer. Exactement comme la couverture d'un journal va vous donner envie de l'acheter. Ce n'est pas uniquement parce que vous avez vu tel mot ou quoi, c'est parce qu'il y a un ensemble, une sorte d'harmonie qui permet d'inciter au clic, à l'achat, au fait de passer à l'action simplement. Donc vous, votre but avec le combo titre Minia, c'est vraiment de donner envie aux gens de cliquer. Et c'est bien plus important que vous le pensez parce que ça contribue à plus de 80% de la réussite d'une vidéo. Pourquoi? Parce que vous pouvez faire une vidéo excellente, super bien léchée. Si le combo titre miniature ne donne pas envie de cliquer, personne ne cliquera et du coup, YouTube ne la mettra pas en avant. À l'inverse, vous pouvez faire un combo titre Minia qui est super bon, qui attire beaucoup de clics, même si le reste de la vidéo est moyen, qu'il n'est pas forcément incroyable. Là, ça fera en sorte quand même que votre vidéo parte potentiellement virale. Je ne dis pas systématiquement, mais potentiellement, puisque justement, beaucoup de gens auront cliqué dessus. Donc, c'est l'emballage de votre vidéo, c'est un indispensable. C'est vraiment la promesse globale de votre vidéo qui est bien packagée. Donc là, par exemple, si on voit cette miniature-là, la plupart des gens vont tout perdre en 2024. On voit ce combo titre miniature. Là, le but, c'est vraiment de faire en sorte que, OK, on a une promesse claire. On se dit, cette vidéo va nous apprendre pourquoi la plupart des gens vont tout perdre en 2024. Peut-être que moi-même, je suis concerné. C'est là que c'est intéressant. Et du coup, nous, on clique sur cette vidéo si on a été assez motivé et on va regarder la suite. Donc, c'est vraiment votre but avec ce combo-là. Et je vous conseille, peut-être contre-intuitif pour certains, d'autres sont au courant, parce que les pratiques commencent à évoluer, mais je vous conseille de ne jamais commencer à travailler vos vidéos sans savoir quel combo vous allez utiliser. Parce que, étant donné que ce combo titre miniature a pour but de donner la promesse de votre vidéo et qu'ensuite votre vidéo elle doit répondre à cette promesse, c'est mieux de commencer par travailler la promesse et ensuite délivrer ça, plutôt que délivrer et ensuite construire une promesse. La deuxième option sera plus compliquée et vous réduirez énormément vos chances de réussir. Alors que si vous commencez par travailler au départ, une fois que vous avez trouvé votre sujet et votre angle, un combo titre miniature qui est absolument irrésistible, qui est excellent, et qu'ensuite vous travaillez sur le fait de délivrer par rapport à la promesse que vous avez faite dans le combo titre minia,
Là, ça va être intéressant et là, vous aurez beaucoup plus de chances de performer. Donc, comment créer vos titres et vos miniatures? Donc, je vous ai mis ici 5 critères essentiels pour de bons titres. Donc, plus ils sont courts, moins c'est, enfin, mieux c'est. Si vos titres, par exemple, font au-delà de 70 caractères, c'est pas idéal parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont regarder les titres sur mobile notamment, et les titres sur mobile, ils sont coupés. Je crois que c'est en dessous de, si vos titres font plus de 50 ou 60 caractères, ce qui est déjà très peu en soi, ils risquent d'être coupés sur téléphone et donc les gens ne les verront pas en entier et ça incitera moins le clic. Donc faites en sorte que tous vos titres soient vraiment courts. Moins de 60 caractères, c'est vraiment la règle d'or. Si vous devez dépasser, c'est pas dramatique, mais plus ils sont courts, mieux c'est. Je vous ai mis ici un exemple. Si vos titres entraînent une réaction émotionnelle, généralement, c'est que c'est des bons titres. Ici, on a un titre excellent. C'est Des gens plus bêtes que vous font des millions. Pourquoi il est excellent et pourquoi est-ce qu'il entraîne une réaction émotionnelle? Parce que les gens qui sont dans la cible, ils vont directement se sentir agressés. Ils vont directement se dire, OK, bah là, en fait, je suis presque jaloux. J'apprends qu'il y a des gens euh, qui sont plus bêtes que moi, bah, qui font beaucoup d'argent et j'ai envie de faire exactement la même chose. Donc, c'est là que vous allez pouvoir entraîner une réaction émotionnelle, que vous allez faire réagir vos prospects, vos spectateurs potentiels, et que du coup, ils vont être motivés pour cliquer. Encore une fois, le titre ne constituera qu'un élément parmi d'autres de votre combo titre minia, puisqu'il y aura aussi la miniature, mais on y revient juste après. Un bon titre, c'est aussi un titre qui contient un élément que vos spectateurs connaissent. Par exemple, il vaut mieux dire les secrets du succès d'Apple, une histoire d'innovation, plutôt que les secrets du succès de cette marque, une histoire d'innovation. Parce que, bah, évidemment, si vous dites cette marque, vous n'êtes pas assez spécifique, c'est pas assez intéressant, et les gens se projettent moins. Alors que si vous parlez d'Apple directement et que vous êtes certain que votre public connaît cette marque-là, là, ça vaut le coup et là, ça permet de fonctionner. En revanche, il peut y avoir un cas spécifique dont j'aimerais quand même parler. Il peut y avoir un cas où vous aimeriez parler d'un sujet à votre public, mais votre public ne connaît pas ce sujet-là. Je ne sais pas, par exemple, imaginons que vous fassiez du storytelling autour des marques dans vos vidéos et que vous voulez parler d'une marque qui a fait quelque chose d'incroyable, mais qui n'est pas connue. Le nom n'est pas connu par votre audience. Dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est, plutôt que de mettre le nom de la marque, puisque personne ne la connaît, ça risque de diminuer le nombre de clics. Dans ce cas-là, mettez juste cette marque, l'histoire de cette marque, l'histoire de cette marque qui a révolutionné, qui a fait, Comme ça donnera plus envie à vos spectateurs de cliquer, mais c'est juste ce seul cas exceptionnel. Sinon, préférez toujours de faire en sorte de mettre en avant des éléments que vos spectateurs connaissent. Ça incitera le clic. Si vous êtes capable de créer une boucle ouverte dans l'esprit de vos spectateurs, c'est encore mieux. Qu'est-ce qu'une boucle ouverte? Eh ben, c'est que vous donnez une information sans apporter le reste de l'information. C'est un petit peu comme dire, je vais te dire un secret. Ok, bon, vous avez une partie de l'information, vous savez que je vais vous dire un secret, mais vous ne savez pas quel est ce secret-là. Et c'est vraiment ça que vous devez faire dans vos titres. Si vous êtes en capacité de faire ça, je vous ai encore remis un exemple ici, c'est top et ça va être super puissant. Si vous avez enfin la possibilité de faire en sorte que vos titres racontent une histoire, là, c'est du top, c'est du pain béni, parce que ça permet de dire beaucoup en peu de mots. Par exemple, ici, on a un titre qui représente bien ça, c'est «J'ai survécu en Amazonie». Et ben, là, en fait, ça raconte une histoire. Pourquoi? Parce qu'on peut déjà se projeter, on peut se dire, on peut imaginer plein de trucs, en fait. En une phrase, en seulement 4 mots, on se dit: «OK, le mec, ben, il était en Amazonie. Ah oui, donc je pense à des» en plus, on nous parle de piranhas, donc je pense à des piranhas, je pense à des crocodiles, je pense à des bêtes sauvages, je pense à la jungle, je pense à plein de trucs. Il nous dit en plus qu'il a survécu, donc il y a eu des difficultés, il y a eu des problèmes, il a surmonté des problèmes et là, ça fait vraiment la différence. Par rapport à vos miniatures, donc 4 critères essentiels pour de bonnes miniatures. Assurez-vous qu'elles utilisent toujours des couleurs vives et des couleurs visuelles. Donc, je vous ai mis quelques exemples ici. Plus c'est visuel, mieux c'est. Il faut faire en sorte aussi qu'il y ait peu de texte et le texte doit être bien visible. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens, comme je vous l'ai dit, vont regarder vos vidéos et vont éventuellement voir vos miniatures et vos titres depuis leur mobile. Donc, il faut s'assurer que ce soit assez lisible, sinon personne n'aura envie de cliquer dessus, puisque personne ne comprendra ce que vous mettez sur vos miniatures. Donc, très peu de texte et vraiment faire en sorte que ce soit très gros, que les gens comprennent bien de quoi on parle. Si vous arrivez à mettre des visages expressifs et des visages qu'on voit bien, c'est encore mieux. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on peut jouer sur la réaction émotionnelle. Plus vous mettez des visages expressifs, mieux c'est parce que ça fait réagir. Et si vous les zoomez, c'est encore mieux parce que les gens peuvent les voir plus clairement et ça évite qu'il y ait une sorte d'ambiguïté autour de ce qu'il y a. Et puis, dernier élément, c'est avoir une promesse claire et sans équivoque. Donc, faire en sorte que, en regardant juste votre miniature, on puisse comprendre exactement de quoi vous allez parler. Si, par exemple, je regarde cette miniature-là, donc de Louis Esquier, là, je vois, OK, bon, il va peut-être nous dire un truc grave. Et bingo, cette vidéo-là, elle traitait bien du problème de sa génération. Je crois que c'était ça le titre, quelque chose comme ça. Et là, on regarde cette vidéo de MrBeast. OK, il est sur la plage, il a l'air d'être mal en point. On peut imaginer qu'il est sur une île déserte, peut-être perdu. Et bingo, c'est bien ça. Je crois que cette vidéo-là, c'est
j'ai survécu 7 jours sur une île déserte ou quelque chose comme ça. Donc vraiment important de toujours bien garder ces 4 critères-là. Ça va vous aider à faire des bonnes miniatures et ça, couplé aux 5 critères de bons titres que je vous ai donnés juste précédemment, vous aurez de quoi faire de belles performances. Je vous rajoute aussi 2-3 éléments ici. Une miniature réussie, c'est une miniature qui explique le concept de la vidéo en une fraction de seconde. Donc toujours s'assurer qu'elle est bien lisible sur mobile, de sorte que les gens puissent comprendre aussi clairement de quoi vous parlez, de quoi vous allez parler, et qu'ils ne se sentent pas trompés par la suite. Je vous ai mis ici quelques exemples de mots forts à utiliser, donc je ne vais pas tous vous les lire, vous pourrez directement screener. Je vous laisse quelques secondes pour le faire. Bref, n'hésitez pas à garder ces mots-là parce que c'est des mots que vous allez pouvoir utiliser, donc pas seulement dans vos miniatures, vous pouvez aussi les utiliser dans vos titres. Et c'est éventuellement des mots, ce qu'on appelle des power words, donc des mots qui ont le potentiel de faire cliquer les gens, puisqu'ils interpellent, ils sont mystérieux, ils sont urgents et ils donnent envie d'en savoir plus. Il y a aussi le point du test and compare, donc je ne vais pas m'attarder dessus, mais c'est une fonctionnalité qui a été développée, enfin publiée par YouTube courant juin 2024 et qui permet d'A/B tester jusqu'à 3 miniatures par vidéo. Donc pour faire ce test-là, déjà pourquoi le faire? Parce que ça vous permet éventuellement de repérer des miniatures qui vous permettent d'avoir une meilleure rétention de l'audience et ça peut vous apporter de meilleurs résultats que si vous n'aviez pas fait de test. Et comment faire ça du coup? En premier lieu, réfléchissez à vos miniatures, faites en sorte d'avoir 3 idées de miniatures très différentes. Donc je vous ai mis ici sur cet exemple-là, on a une miniature très différente de celle-ci, qui est très différente de celle-ci. Ça nous fait 3 miniatures différentes pour une seule et même vidéo. Vous les envoyez en test. Une fois que vous avez les résultats du test, ce que vous faites, c'est que vous capitalisez sur la miniature qui a le mieux fonctionné. Donc imaginons que ce soit la miniature 1, la miniature 2, pardon, la miniature du milieu qui est gagnante. Ce que vous allez faire, c'est que vous la reprenez et vous faites de très légères modifications dessus. Vous faites des toutes petites variantes. Par exemple, là, on voit que les 3 miniatures sont les mêmes, mais il a juste changé le texte. Et à partir de ça, vous allez renvoyer les 3 variantes en test à nouveau et vous aurez déjà un meilleur process que 99 de vos concurrents, puisque personne quasiment fait ça, sur le marché. Quasiment personne ne fait ça et pourtant ça peut vous apporter quand même de meilleures parts de rétention, donc de meilleurs résultats et donc une meilleure mise en avant par YouTube potentiellement, donc à ne pas négliger. En dernier lieu, donc la dernière étape de la routine, on a les scripts. Donc, il s'agit ici du contenu pur et dur de votre vidéo, écrit mot pour mot. Moi, je vous parle de script, d'autres diront que ce n'est pas très important. Moi, je suis convaincu que ça a un impact énorme pour les vidéos. Pourquoi? Parce que ça vous permet de maintenir une bonne rétention tout au long de votre vidéo. Voyez vraiment vos scripts comme une sorte de page de vente. Une bonne page de vente, si vous faites partie de la cible, vous allez avoir envie de la lire jusqu'à la fin. Et un script vidéo, c'est exactement pareil. Si vous arrivez à faire en sorte que le script soit bon et que la vidéo tombe pile face à votre cible, à votre persona idéal, plus le script est bon, plus la cible restera longtemps devant la vidéo et donc plus ça augmentera le taux de rétention, donc la rétention en soi, le pourcentage moyen de vidéos regardées, et plus les gens auront envie de rester et donc ensuite ils vont regarder éventuellement d'autres vidéos, ça créera un lien de confiance avec vous puisqu'ils sont restés plus longtemps, ça en fera plus facilement des prospects et donc des clients et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc vraiment une étape capitale. Et je ne dis pas ça que parce que moi j'écris des scripts pour mes clients, c'est quand même super important. Et je pense qu'aujourd'hui, étant donné qu'on est dans une dynamique où il y a de plus en plus de concurrence sur YouTube, le contenu se professionnalise de plus en plus, et il y a de plus en plus de spectateurs qui regardent YouTube sur leur télé, d'ailleurs, très important à savoir. Je crois qu'aujourd'hui, on est à peu près à 50% d'utilisateurs français qui regardent YouTube sur leur télé, donc c'est délirant. Donc c'est une raison de plus pour mettre en avant l'importance des scripts, puisque ils vont vraiment avoir un impact sur la rétention de votre audience. Donc, comment rédiger vos scripts? Là, 4 étapes simples. Ce que vous allez faire, c'est que vous repartez de votre combo titre miniature. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut faire ça? Parce que comme ça, en fait, vous allez vous assurer que votre script va répondre à la promesse que vous avez faite dans le combo titre miniature. Et si votre script répond à cette promesse-là et que vous montrez rapidement à votre public que vous allez répondre à cette promesse-là, vous vous assurez d'avoir une bonne rétention et donc d'avoir de meilleurs résultats auprès de YouTube. Donc, ce que vous faites, c'est que vous repartez de votre combo titre miniature que vous avez défini en amont. Vous reprenez l'angle de votre vidéo et vous le précisez un maximum. Donc là, en fait, vous allez refaire un petit texte pour présenter un petit peu la grande idée de votre vidéo et savoir vraiment de quoi vous allez parler. OK, on va parler, je ne sais pas, de la descente aux enfers de Trump, mais qu'est-ce qu'on va dire là-dessus? Qu'est-ce qui nous prouve que Trump, là, il est en train de vivre une descente aux enfers? Quelle est l'étape A? Quel est le point B auquel on est arrivé? Qu'est-ce qu'il y a eu entre les deux? Pourquoi est-ce qu'on va dire ça à notre public? Quelle sera la conclusion? Comment est-ce qu'on va accrocher son attention? C'est vraiment ça. Vous allez mettre le plus de détails possible en 5, 10, 20 lignes maximum. 20 lignes, ça fait déjà beaucoup, mais 5-10 lignes maximum pour vraiment avoir une vue globale de ce que vous allez dire dans la vidéo. Et à partir de ça, vous allez pouvoir préparer la structure de votre vidéo. Donc, ce que vous faites, c'est qu'à partir de votre angle et de ce que vous savez, vous allez composer le plan de votre script. Donc, c'est vraiment le squelette de votre script.
Donc approfondissez un maximum les recherches afin de le préciser un maximum. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un chapitrage, quoi. Il faut vraiment que ce soit comme le sommaire d'un livre, avec des bullet points dans chaque partie avant même d'écrire le script. Comme ça, ce sera beaucoup, beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide d'écrire votre script. Ce sera beaucoup plus évident et surtout, vous n'allez pas vous perdre en partant à droite à gauche. Non, vous aurez déjà un plan précis, vous aurez juste à le suivre lors de la rédaction et vous vous assurerez, puisque vous aurez fait ce travail sur l'angle, la structure et l'angle en amont, vous vous assurez de maintenir l'attention des spectateurs le plus longtemps possible et de les convertir à la fin de votre vidéo éventuellement, si jamais vous voulez mettre en avant une autre vidéo, un produit, un abonnement à votre newsletter, peu importe. Une fois donc que vous avez la structure de votre vidéo, vous allez rédiger votre accroche. Et donc, qu'est-ce que j'appelle l'accroche? Eh ben, c'est vraiment les 30 premières secondes de votre vidéo qui sont capitales aux yeux de YouTube, hein. Si vous allez directement sur le YouTube Studio, si vous publiez déjà sur YouTube, allez sur le YouTube Studio, allez sur une de vos vidéos, regardez la courbe de rétention, celle que je vous ai montrée juste ici. Donc ça, allez voir ça et vous verrez que juste en dessous, là, je ne l'ai pas mis sur le screen, mais juste en dessous de cette partie-là, vous aurez un pourcentage en fait de personnes qui sont encore présentes dans les 30 premières secondes. Et si YouTube vous montre ça, c'est parce que c'est capital pour lui et c'est pour ça que c'est super important de rédiger mot pour mot votre accroche parce que ça va vous permettre de rassurer vos spectateurs quant au fait que la promesse sera tenue, donc la promesse que vous avez faite dans le combo titre Ménia, parce que les gens quand ils cliquent, ils veulent s'assurer qu'ils ont bien fait de cliquer sur votre vidéo et qu'ils vont bien investir leur temps. Et à partir de ça, vous allez teaser la suite un maximum. Donc faites en sorte de, une fois que vous avez rassuré vos spectateurs, montrez-leur que vous allez over-deliver, montrez-leur que vous allez les embarquer dans une histoire absolument folle, que vous allez leur donner de la valeur, que vous allez leur présenter des informations folles qu'ils ne connaissaient pas encore. C'est vraiment l'idée. Peu importe le sujet, peu importe l'angle, encore une fois. Et une fois que c'est fait, une fois que votre accroche est prête, que vous avez toutes vos structures, et ben vous avez juste à écrire la suite. Donc vous allez écrire mot pour mot ou alors en bullet points. Certains seront plus à l'aise en bullet points. Moi, je suis plus fan, à raison de, je pense, de l'approche mot pour mot. Après, encore une fois, ça dépend aussi des formats que vous faites. Certains formats comme le vlogging ou le micro-trottoir ne se prêteront évidemment pas à du mot pour mot, sinon ça va totalement dénaturer le concept. Mais si vous êtes face cam, que vous faites une vidéo dans ce genre-là, formation gratuite, du débunkage, une enquête, ou ce genre de choses, faites en sorte d'avoir du mot pour mot. Ça vous permettra d'être beaucoup plus impactant. Et n'oubliez jamais l'appel à l'action à la fin de vos vidéos. Ça vous permettra toujours d'aller convertir votre cible, de rentabiliser un peu la vidéo et même de fidéliser vos prospects plus facilement. Mais évidemment, une fois qu'on a dit ça, ce n'est encore que le début. Parce qu'une fois que votre vidéo est publiée, vous allez devoir analyser les données du YouTube Studio. Et là, évidemment, quand on n'y connaît rien, ça paraît être du chinois. Parce qu'on va retrouver des courbes partout, on va voir des données partout, on ne sait pas comment les interpréter. On voit taux de clic, on ne sait pas forcément ce que ça représente. On voit que le taux de clic va varier d'une source de visionnage à une autre. On voit que le taux de rétention va aussi varier d'une source de visionnage à une autre. On va voir des chiffres qui augmentent, qui baissent, des courbes plates qui montent, qui baissent. Enfin bref, on peut très vite se perdre là-dedans. Et du coup, c'est super important que vous soyez vraiment en capacité de pouvoir interpréter la data une fois que vous avez publié vos vidéos. Sinon, vous ne pourrez jamais vraiment vous améliorer et vous n'aurez jamais une bonne méthode. Et il ne faut pas non plus oublier que pour trouver les meilleures idées de vidéos et devenir unique dans des thématiques parfois prises d'assaut, donc on peut donner l'exemple du marketing qui est aujourd'hui, je dirais jamais que c'est une niche saturée parce que c'est jamais totalement saturé et on a toujours de quoi prendre une place, même dans des thématiques qui sont prises d'assaut, mais c'est quand même des niches dans lesquelles il y a beaucoup de monde. Donc marketing, développement personnel, éventuellement finance, ça commence un petit peu. Le make money, évidemment, tout ce qui est business, make money, ça commence à être vachement, vachement rempli de concurrents divers et variés. Et donc, c'est pour ça que vous allez devoir créer une stratégie. Pourquoi créer une stratégie? Parce que ça va vous permettre du coup de trouver des formats uniques pour votre chaîne. Et on l'a vu avec plusieurs entrepreneurs, je pense notamment à Loïc Bourget dans la thématique du Make Money, si vous connaissez. Loïc Bourget, lui, il est arrivé dans un marché dans lequel il y avait plein de concurrents, notamment des gros poissons, Yomi Denzel, Oussama Hamar, Antoine Blanco. Il y avait déjà des mecs qui étaient solidement implantés en France. Et lui, ce qu'il a fait, c'est que plutôt que de faire le même format que tout le monde, il arrivait avec un format de micro-trottoir qui n'était pas du tout fait en France dans la thématique du Make Money. Et ça a cartonné. Donc, je ne dis pas évidemment que seulement le format qu'il a trouvé lui a permis d'avoir des bons résultats, mais ça y a contribué énormément. Et en construisant la stratégie de votre chaîne, vous allez vous assurer d'avoir des formats uniques, des formats qui n'existent pas ou qui sont sous-exploités dans votre thématique. Et c'est exactement ce que je vous propose dans ma formation. Vous verrez notamment une proposition de valeur unique, comment apprendre à construire une proposition de valeur unique pour votre chaîne. Ça, c'est super important aussi parce que ça permet de vous donner une sorte de positionnement, un positionnement très spécifique qui est propre à votre chaîne et qui est différent de ce que font vos concurrents sur le marché.
ou encore une profonde compréhension de vos prospects parce que vous ne pouvez pas faire du bon contenu, votre contenu ne peut pas être totalement optimisé sur YouTube si vous n'avez pas fait l'effort de bien comprendre vos prospects, puisque c'est à eux que vous adressez. Et si vous voulez déjà les attirer et en plus de ça, les convertir sur le long terme, il est essentiel de bien les comprendre, de comprendre leurs problématiques, de comprendre leurs rêves, leurs frustrations, leurs désirs, et à partir de ça, de leur proposer des vidéos qui répondent à ces besoins qu'ils ont, qui permettent de les inspirer, qui permettent de les assurer que vous avez la solution pour eux. Et c'est exactement ce que je vous propose d'apprendre dans la formation que j'ai créée avec Learning Club. Si vous avez des questions, n'hésitez évidemment pas à m'écrire directement sur LinkedIn ou sur Twitter. Donc, je vous ai mis les liens ici et vous avez juste à taper mon prénom et mon nom. Et puis, je vous remercie énormément de m'avoir écouté. C'était un plaisir. Et puis, évidemment, je suis tout à fait disponible pour répondre à vos questions. Ok, je vois qu'il y en a déjà quelques-unes. Hello Reblas, merci beaucoup pour ta conférence. C'était super, super intéressant pour avoir toutes les stratégies clés pour percer sur YouTube, j'ai envie de dire. Avec Ouais, plaisir. c'est Merci bien. beaucoup pour l'opportunité. Ouais. Au top. On Il y a eu va... quelques petites questions, ouais, si tu veux. C'est ce que j'allais dire. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. On va prendre quelques minutes pour y répondre. Du coup, je vais commencer avec la première question de The Pedroni. Pour l'A/B test des miniatures, tu préconises combien d'impressions pour donner un résultat? Question très intéressante. Moi, ce que je remarque avec mes clients, c'est que généralement, les résultats assez significatifs, ça dépend évidemment de qui va cliquer sur la vidéo. Il faut que l'audience soit qualifiée un minimum, mais généralement, les bons résultats, on les a à partir de entre 3 et 7 000 impressions, parfois un peu plus en fonction des niches, en fonction de la vidéo aussi, parfois un peu moins, mais en dessous de 3 000 à 4 000 impressions, c'est souvent assez difficile d'avoir des résultats vraiment significatifs. Ok. On avait, pareil, la même personne te pose une autre question. Que penses-tu des jingles en début de vidéo et des chapitrages YouTube? Alors, pour les jingles, moi, je suis assez fan de l'approche. Ça dépend du format et ça dépend de la tête du jingle aussi. Faut qu'il soit aligné à la DA de la chaîne. Faut qu'il soit, Ouais. faut qu'il soit qualitatif, etc. Mais s'il est bien fait et qu'il permet de fidéliser le public parce qu'on le revoit souvent et parce qu'aussi on s'assure qu'il correspond directement à l'univers de la chaîne, et ben ça me paraît super intéressant. Et pour les chapitrages YouTube, alors, moi, je pense que ça peut être pertinent de le faire, mais ça peut parfois, c'est contre-intuitif, mais parfois ça peut nuire à la rétention. Ça dépend du type de chapitrage qu'on fait. Pourquoi? Parce que les gens, en voyant le chapitrage, s'ils sont venus chercher une info très précise dans votre vidéo, ils vont être tentés de directement cliquer sur la partie qui les intéresse. Si le chapitrage dévoile clairement de quoi vous allez parler dans chaque partie, les gens vont juste rentrer sur la vidéo, ils vont aller cliquer sur la partie qui les intéresse et ils ne vont pas regarder le reste de la vidéo. Donc, en ce sens-là, ça peut nuire à la rétention. Maintenant, je pense que si on est sur des vidéos au-delà de 25-30 minutes, des vidéos assez longues, et qu'on met des petits chapitres, mais des chapitres qui permettent juste de bien structurer la vidéo, mais sans pour autant que les gens sachent clairement de quoi on va parler dans chaque partie, dans chaque chapitre, là, ça me semble plus intéressant. Ouais. Ok. Merci pour ta réponse. Je passe à la prochaine question de Frédéric. Les 4 étapes s'appliquent aussi pour du faceless où il y a des nuances. Il y a Phil qui nous dit la même question aussi en dessous, des conseils pour réussir sans montrer sa tête. En vrai, Phil, moi, je te répondrai exactement la même chose que ce que je t'ai déjà dit. Le process, et pour Frédéric, du coup, le process s'applique vraiment quand on a une chaîne avec ou sans visage. Ce qui compte quand on a une chaîne sans visage, enfin, le point sur lequel il faudra faire attention, c'est peut-être plus le point des formats. Et surtout du montage, du tournage. Ça, c'est des étapes sur lesquelles moi, j'interviens un peu moins parce que mes clients sont déjà au point là-dessus. Mais pour répondre à la question, en gros, les 4 étapes peuvent être utilisées, mais à l'issue du script, une fois que tu auras fait les scripts et que tu t'apprêtes à passer au tournage, faut bien réfléchir à comment est-ce que tu vas tourner ta vidéo. Est-ce que du coup, tu vas vraiment juste mettre un texte fond blanc avec ton texte mot pour mot? Est-ce que tu vas mettre des illustrations? Est-ce que tu veux faire un format qui fait qu'on ne te voit pas forcément, mais qu'on a quand même des images qui sont filmées directement? Il faut voir un petit peu comment faire ça. Mais en tout cas, les 4 étapes sont applicables et je te conseille même de les appliquer, d'autant plus si tu as une chaîne faceless. Ouais. Ok, très bien. On a une autre question, alors de Percussion du Monde. Il y a une chose dont tu n'as pas parlé, j'ai une chaîne, mais en fait, elle n'est pas rentable au niveau business. C'est Donc, pas vraiment une question, il ouais, manque une partie, j'ai l'impression. alors, De quoi on n'a pas parlé exactement? Comment est-ce que tu as des méthodes de monétisation d'une chaîne YouTube? Déjà,
Enfin, il y a un point qui me semble intéressant, c'est que je sais pas non plus, percussion du monde, je sais pas exactement dans quelle thématique tu es et quel genre de vidéo tu fais, mais c'est pas forcément parce que tu as une chaîne YouTube qui n'est pas rentable que YouTube n'est pas rentable. C'est peut-être parfois parce que, peut-être que les formats que tu fais ou les vidéos que tu fais n'intéressent pas assez ton audience ou peut-être aussi parce que, alors, en fait, il y a plein de paramètres possibles, mais les 3 principaux, ça me semble être celui que je viens de te dire. En plus de ça, je pense qu'il y a le risque que certains produits ne soient pas forcément assez intéressants pour l'audience, qui ne répondent pas à un point assez douloureux, à un point de douleur assez important pour que les gens aient envie de les acheter. Et peut-être aussi qu'ils ne sont pas assez bien mis en avant. Peut-être que l'audience n'arrive pas à trouver directement ces produits-là en regardant ta chaîne. Enfin voilà, je pense qu'il y a des. N'hésite pas à la limite à m'écrire en privé s'il y a des choses que tu veux voir. Je pourrais essayer de te donner un peu plus de conseils. Parce que ouais, ça implique plein de paramètres dont je ne pourrais pas parler ici. Ouais, je suis allé voir sa chaîne, il a 6 000 abonnés, tu vois. Mhm. Et il y a pas mal de vidéos, donc ouais, en vrai, ce que j'allais dire, n'hésite pas à envoyer un DM, un message privé directement à Blas, et puis vous pourrez échanger ensemble à ce sujet. Cool. Alors, je passe à la prochaine question. Il y a Antoine qui nous dit: est-ce qu'il y a une forte demande des formateurs et des entrepreneurs pour des scriptwriters YouTube en France? Et merci, super conférence, très intéressante. Ouais, merci beaucoup Antoine. Et pour te répondre, de plus en plus, j'ai l'impression. Moi, je me suis positionné en tant que scriptwriter il y a un peu plus de 2 ans de ça. Au début, je connaissais peu d'entrepreneurs. Bon, j'avais aussi peu de visibilité là-dessus et j'avais pas de portfolio, mais euh, disons que à l'époque, j'avais l'impression que c'était quelque chose qui était très peu demandé. J'avais travaillé notamment avec des agences qui faisaient du scriptwriting et qui n'avaient pas beaucoup de clients. Et en fait, là, plus le temps passe, plus j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se fait. Ça commence à se démocratiser un peu. Le marché est encore très petit, mais je pense que ça va beaucoup, beaucoup évoluer dans les 2-3 ans, 2-3-4 ans à venir. Ouais. Ok. On avait une autre, il y en a pas mal là, c'est cool. En vrai, il y a Oui. beaucoup de retours positifs sur ta conf, donc bravo à toi, Blas, ça fait grave plaisir. Merci. Et d'ailleurs, là, le commentaire, c'est belle conf, très dense. Là, dans le cadre de ta conférence, tu nous parlais énormément d'une vision grand public. Maintenant, pour une vision un peu plus business, cible pro, B2B, est-ce qu'il y a des choses différentes? Enfin, quelle serait l'approche à avoir, en tout cas pour du B2B? Alors, ouais, question très intéressante. J'aurais dû faire la précision pendant la conférence, mais cette routine de création de vidéos que j'ai expliquée, ça s'applique tout à fait aussi aux chaînes B2B. En fait, même, enfin, disons que c'est ma spécialité puisque je ne travaille qu'avec du B2B quasiment. Euh, le truc à savoir, c'est en fait, YouTube est tout à fait un bon média, mais si tu veux vraiment faire du niché, si tu veux parler à une cible qui n'est pas forcément du grand public, l'idée, c'est vraiment de reprendre les 4 étapes que je t'ai proposées, que j'ai proposées dans la conférence. Et à partir de ça, par exemple, sur l'aspect des sujets, et plutôt que de chercher des trucs grand public, tu vas chercher des choses qui répondent directement aux problématiques de ta cible. Là, on est sur quelque chose de très niché. Je proposais 2 approches différentes pour trouver des sujets. Il y avait le fait d'aller voir sur les chaînes de ses concurrents et repartir des problématiques de son audience. Là, pour le coup, on est vraiment dans de la niche parce que si toi, tu es dans une niche, par exemple, ce que font tes concurrents, souvent, ça va être du niché, où il y a beaucoup de vidéos qui seront nichées, et tu peux t'inspirer de ça et des problématiques que tu connais de ton audience, d'où l'importance de bien la connaître aussi, pour lui proposer du contenu qui sera pertinent. Et c'est tout à fait comme ça, d'ailleurs, que tu peux arriver à faire des vidéos, des vidéos sur des problématiques très précises que va rencontrer ton audience, et qui peuvent faire des petits cartons au sein même de la cible que tu vises, tu vois, ne serait-ce que quelques milliers de vues, mais c'est des vues qui vont être très qualitatives parce que YouTube aura compris que tu réponds à la problématique de ta cible, tu vois. Top, génial. J'espère en tout cas que ça t'aura aidé. 1492 Vision, le petit pseudo. Alors, je prends la prochaine question. Kisscool nous demande: est-ce que l'algorithme YouTube favorise certains formats en fonction de la thématique? Exemple, chaîne YouTube Finance. Est-ce que YouTube préfère une chaîne brandée avec un humain plutôt qu'une chaîne faceless? Ah, super intéressant ça. De ce que je vois et de ce que je sais, j'ai l'impression qu'en fait, l'algo, il va pas forcément mettre en avant certains formats, il va pas forcément mettre en avant le fait que quelqu'un qui est faceless ou quelqu'un qui a une chaîne faceless ou quelqu'un qui a une chaîne avec son visage, lui, ce qu'il va mettre en avant, c'est des vidéos qui intéressent le public, tout simplement. C'est aussi simple que ça. YouTube, lui, il se base sur des données qui sont principalement le taux de clic et le taux de rétention et le watch time. Donc, le taux de clic, c'est combien de personnes cliquent sur ta miniature, sur la proportion de personnes qui voient ta miniature passer dans leurs recommandations ou sur YouTube en général. Le taux de rétention, c'est le pourcentage moyen de vidéos regardées par les utilisateurs. Si tu fais une vidéo de 10 minutes et qu'elle est regardée en moyenne 5 minutes, tu as 50% de taux de rétention. Et il y a le watch time. Si tu fais une vidéo de 10 minutes et que les gens la regardent en moyenne 3 minutes, tu as un watch time de 3 minutes.
Et plus ces métriques-là, ces 3 métriques sont élevées, et plus ton sujet a le potentiel de toucher du monde aussi. Si tu fais une vidéo sur les fourchettes connectées Bluetooth, évidemment, tu vas toucher moins de monde que si tu faisais une vidéo sur Apple, par exemple, qui a le potentiel d'intéresser plus de personnes. Mais si tous ces 4 critères sont réunis, là, potentiellement, tu peux aller toucher du monde, que ton format soit du format facecam, que ce soit du micro-trottoir, que ce soit du vlog, peu importe. Ce qui compte, c'est vraiment que ces métriques-là soient au rendez-vous et que la vidéo parle à ton audience. Et là, théoriquement, YouTube devrait pouvoir la mettre en avant. Merci pour ta réponse. Avec plaisir. Après, Kisscool, donc là, c'était ta question, hein, Juliane, que tu avais dit. Est-ce qu'il a reposé une autre question? C'était ça, hein? C'était, Ouais. Ok, donc là, il avait reposé une autre question. Chaîne YouTube hack, plutôt faceless favorisée par rapport à un humain. Alors après, chaîne YouTube hack, ouais, c'est un peu large. Ouais, je sais pas exactement ce que tu entends par là. Ouais. Après, encore une fois, tu vois, je vais te dire un peu la même chose. YouTube, dans les faits, ne met pas forcément plus en avant les vidéos qui présentent un humain plutôt qu'une chaîne faceless. Lui, ce qui compte, encore une fois, c'est que l'audience apprécie les contenus que tu fais, qu'il y ait quelqu'un à la cam ou pas. Et puis voilà, tout simplement. Ah, ok, le chat a mis des messages. Ok, ça roule. Pas de problème. Ok. Alors, je prends la prochaine question de Frédéric. Tu as déjà imaginé un process où tu cliquerais sur un bouton et ça te générait une vidéo en respectant ta méthodologie. Vois-tu des outils pour aller dans ce sens? Alors, j'ai déjà imaginé, mais je sais pas comment le mettre au point. Après, tu vois, je pense que je suis sûr qu'avec ChatGPT, mais en fait, je pense qu'il y a moyen de faire un. Je me suis pas penché sur la question, mais moi, je pense qu'il y aurait moyen de faire un petit ChatGPT boosté à la data, c'est-à-dire l'entraîner énormément, lui donner énormément de data, de sorte qu'il te propose des. Moi, je pense que s'il était bien entraîné, il pourrait te proposer des sujets et des angles pertinents. Moi, je l'utilise parfois pour aller creuser certains sujets, essayer de réfléchir à des idées, des angles qui n'auraient pas forcément été proposés autour de certains sujets. Et il peut être utile, mais bon, il faut quand même lui donner beaucoup de data et être très précis sur tes questions. Après, pour ce qui est titre miniature, j'ai déjà essayé plusieurs prompts sur le sujet. Je pense qu'encore une fois, mes prompts sont perfectibles, mais j'étais souvent pas très satisfait du résultat. Et pour ce qui est du script, c'est extrêmement laborieux. En fait, un script, c'est tellement long, c'est tellement complexe, ça demande tellement de data, de vue d'ensemble, etc., que je ne sais pas si aujourd'hui, même blindé de data, je doute que ChatGPT puisse faire, ou l'intelligence artificielle en général, puisse faire quelque chose de très bon. Au moins sur le sujet et l'angle, oui. Pour le reste, je ne pense pas. Et je ne me suis pas encore penché sur la question là. Ok, super. Okay. Du coup, on a fait le tour des questions. Excuse-moi de te couper. Je m'étais noté une petite question. Tout à l'heure, tu parlais de l'importance des miniatures, de l'édition des vignettes. Maintenant, j'avais remarqué qu'on pouvait ajouter plusieurs vignettes. Donc, est-ce que c'est très utile? Et si oui, à qui ça s'adresse et pourquoi le faire? Ouais, exactement. C'est exactement ce que j'ai. Enfin, j'ai pas été très précis, je pense, mais quand j'ai parlé de la fonctionnalité Test and Compare, on peut mettre 3 miniatures différentes, c'est exactement ça. Et donc, oui, on le peut. Je crois qu'il y a quand même 2-3 trucs à remplir dans les paramètres de ta chaîne, mais normalement, tu peux sans problème. Je crois que c'est ouvert à toutes les chaînes. Et quel est l'impact que ça peut avoir ou à quel point c'est important? Ça peut être utile dans le sens où ça va te permettre de tester donc 3 miniatures différentes, 3 structures de miniatures différentes. Et en fonction des résultats que tu vas avoir grâce à la donnée YouTube, tu vas pouvoir savoir quelle miniature génère la meilleure rétention. Donc malheureusement, on n'a pas encore accès à quelle miniature génère tant de clics. Ça, c'est dommage, il faudrait que ça vienne, mais tu verras quelle miniature génère la meilleure rétention et à partir de ça, choisir celle qui te semble qui a le meilleur score et capitaliser dessus. Est-ce que c'est possible que quelqu'un voie la vidéo sur son fil avec une miniature, ne clique pas dessus et la revoie passer avec une autre miniature? Tout à fait, c'est carrément possible et ça va dépendre aussi de ta familiarité en tant que spectateur avec la chaîne en question, le sujet. Si YouTube pense, moi ça m'arrive parfois de voir une vidéo apparaître dans mes recos, j'ai envie de cliquer mais je le fais pas parce que j'ai pas le temps ou quoi. Et vu que YouTube sent que c'est un sujet qui a du potentiel pour moi, il va me la pousser et parfois je peux l'avoir plusieurs jours sans même cliquer dessus. Et au bout d'un moment, souvent je craque, mais YouTube peut tout à fait faire ça, ouais. Ok, d'accord, très bien, merci. Il y avait une autre question. Que penses-tu de la description et des tags pour pousser donc ta vidéo et des sous-titres en fichiers, je suppose, il doit parler, les fichiers SRT? Alors pour les sous-titres, je sais pas, je pense que c'est surtout utile pour YouTube YouTube a encore plus de data pour bien comprendre de quoi tu parles, mais ça n'aura pas un impact. Et description et tag, ça n'a aucun impact. Ça, j'en avais déjà parlé avec toi d'ailleurs
Vous Ouais, n'avez pas dans la l'ensemble de vidéo mon qui va algorithme arriver, YouTube, ouais, mais yes. ça, beaucoup de gens malheureusement mettent une énergie folle là-dedans, alors que YouTube dit lui-même, et je pourrais vous envoyer l'article si vous venez me voir en privé, YouTube dit lui-même que les tags n'ont aucune incidence sur la portée des vidéos. Ça va leur permettre éventuellement de mieux comprendre de quoi vous parlez ou de mieux repositionner la vidéo s'il y a une faute d'orthographe ou quoi, ou qu'il y a souvent une faute d'orthographe autour du sujet dont vous parlez. Mais très concrètement, c'est pas en faisant une description ultra optimisée et en mettant des tags très poussés que vous allez faire 10 000 vues de plus, quoi. Clairement pas. Génial, merci beaucoup. Avec plaisir. Mais pas d'autres questions pour le moment. Je regarde. Non, on n'avait pas d'autres. Moi, j'avais noté une petite question après. Au début de ta conf, tu nous parlais des formats. Est-ce que tu vois là, par exemple, en ce moment même, des formats assez tendance qui marchent, même qui vont marcher sûrement même pour le Q4 et qui vont faire pas mal de vues? Est-ce que tu as des idées de tendance sur le sujet? C'est une excellente question. Les vidéos build-in public, en vrai, j'ai quand même l'impression que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus et qui a tendance à bien fonctionner. Quand c'est bien fait, les gens, ça leur parle parce que ça leur permet de vite créer un lien, tu sais, avec le créateur en question, et ça peut beaucoup leur parler parce qu'ils peuvent vite se projeter dedans. Autre format aussi qui est sous-estimé, je pense, qui d'ailleurs dans des grosses niches, genre business, marketing, n'est pas fait du tout, mais le micro-trottoir, clairement, micro-trottoir. Okay. Et je pense à un autre format. Alors, je ne sais pas s'il va vraiment performer dans les mois ou les années à venir, mais il est quand même assez sous-exploité aussi dans beaucoup de niches business ou des niches liées à l'éducation. C'est le format React. Et ça, c'est un format que j'essaie de pousser parfois à certains clients. Tu sais, tu te mets donc devant telle ou telle vidéo et tu vas réagir à ce que dit la personne que tu vois dans la vidéo. Pourquoi c'est un format qui peut performer? Parce que déjà, il a fait ses preuves dans le monde du divertissement. Et puis surtout parce que ça permet de te poser en tant que figure d'autorité. Et si tu arrives à trouver un angle intéressant en mettant en avant une grosse erreur que quelqu'un a dit en vidéo dans ta niche, par exemple, c'est un super bon moyen du coup de ramener du monde en disant regardez, lui, il dit de la merde. Laissez sous-entendre que tu vas le détruire en vidéo face cam. Et bon, le but, c'est pas non plus de créer du clash, mais c'est un petit peu ce que ça peut sous-entendre. Et les gens se disent, ok, tiens, c'est supposément un expert, il va réagir en direct live. Et j'ai envie de voir ce qu'il va dire, tu vois. Ok. Non, c'est pas mal. Ok. Micro-trottoir, c'est vrai qu'on en voit de plus en plus quand même. Et même, tu vois, sur le format short, c'est quelque chose qui marche de plus en plus. Là, je vois, c'est fait comme la personne que tu nous as citée, qui faisait des micro-trottoirs, pardon, sur le business, là, avec les salaires de personnes, tu vois, à Dubaï, combien est-ce qu'ils gagnent, etc. Et c'est vrai qu'il fait plein de vues. J'ai mangé son prénom, je me rappelle plus. C'est Loïc Bourget, ouais, mais il fait du sale avec ce format, ouais, clairement. Non, c'est clair. Bon, écoute, au top. On n'avait pas d'autres questions. Non, il y a Jérôme qui est arrivé. Ouais, on a fait un petit peu le tour. Bon, ok, top. Merci beaucoup, Blas, pour ton temps. Avec plaisir. Merci à vous pour l'opportunité. Merci à tous pour votre attention. Et puis, au plaisir, du coup. Avec plaisir. Merci, Blas. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Ciao. Salut, au revoir. Ciao.